Amis des maths, bonjour. Aujourd'hui, je suis devant mon ordinateur et ma webcam afin de découvrir quelques prérequis à un langage de programmation qui est à la fois accessible et fertile, c'est-à-dire le langage Python. Afin de faire vos essais, vous pourrez faire des arrêts sur image pour prendre le temps de tester sur votre propre matériel, car en informatique, tester, essayer, c'est le meilleur moyen pour progresser. Alors, allons-y ensemble. Pour utiliser Python, nous allons commencer par l'installer. Il existe de très nombreuses distributions. Pour les utilisateurs avancés qui connaissent déjà, évidemment, ils s'orienteront vers des distributions comme Anaconda, qui sont un peu plus complexes et complètes. Nous allons nous arrêter, pour les débutants, à 3 choix. Le premier, c'est d'aller sur le site officiel de Python et de télécharger Python avec Idle. Alors après, évidemment, c'est une version minimale, donc vous serez forcé d'installer d'autres modules complémentaires. Une autre solution est d'utiliser la distribution faite à but pédagogique, c'est-à-dire EduPython. Son seul problème est qu'elle est uniquement sous Windows. Par contre, elle est complète, pour commencer en tout cas. Donc ça ne pose pas de problème, c'est un tout en main assez facile. Une autre solution est de ne pas installer Python sur son ordinateur et d'aller sur un site qui va interpréter directement votre code Python, comme par exemple rep.it. Donc je vous mets le lien en bas de la vidéo. Quel que soit le logiciel utilisé, vous avez deux possibilités pour exécuter votre code Python. La première possibilité est d'utiliser la console. La console a une utilisation effectivement très simple. On entre le code et on fait un retour chariot. Le résultat est directement observable. On pourra noter, au passage sur l'exemple qui défile dans la vidéo, que la méthode upper, appliquée à une chaîne de caractères, va transformer tous les caractères en majuscules. Ainsi, la console pourra être utilisée comme une supercalculatrice. Mais elle ne présente pas que des avantages. En effet, si vous faites une erreur en début de programme, il faudra tout reprendre depuis le début, ce qui sera très très incommode. Et puis lorsque vous éteignez, lorsque vous fermez votre fenêtre Python, lorsque vous fermez votre console, rien n'est enregistré. Et donc, si vous avez fait un programme intéressant, vous serez obligé de tout retaper. Donc bien sûr, on va conseiller pour une programmation un petit peu plus consistante, d'enregistrer les fichiers sous un format qui sera le format Python PY. En utilisant un fichier, on dit aussi module Python, évidemment vous allez tout enregistrer, ce qui veut dire que tout le code va être entré, et puis après vous allez interpréter, exécuter votre code. Le résultat apparaîtra soit dans la console, soit dans une fenêtre à part. Sur les programmes qui défilent à l'écran, nous pouvons remarquer deux instructions importantes. L'instruction print, qui renvoie dans la console l'état d'une variable, et l'instruction input, qui permet à l'utilisateur d'entrer une valeur qui sera comprise par Python comme une chaîne de caractères. Ce qui veut dire que lorsque vous ferez des calculs avec, vous serez obligé de la convertir, ce que nous allons voir juste après, dans un type qui sera un type numérique. En fait, on ne va pas calculer sur une chaîne de caractères 5, nous calculerons sur un entier 5 ou un nombre décimal 5,1 par exemple. Donc, il faudra faire une conversion. Cela se fait soit par l'utilisation de int, qui va être pour transformer une chaîne de caractères en entier, ou l'utilisation de float, qui va permettre de convertir une chaîne de caractères en nombre décimal. Et donc, à partir de là, nous pourrons faire des calculs. À noter également que la double étoile est l'expression de la puissance. Une simple étoile, comme normalement, étant l'expression d'un produit. Nous allons découvrir maintenant ce qu'est l'affectation et le typage. Pour cela, en fait, nous allons prendre un cas particulier, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe quand nous exécutons l'instruction A égale 3. On se rend bien compte que
exécuter l'instruction a égale 3 va vouloir dire qu'à une variable a va associer une valeur qui va être égale à 3. Dans un premier temps, une donnée numérique est créée. La donnée numérique 3. Mais qu'est-ce qu'une donnée numérique? En fait, une donnée numérique, c'est une information mise sous forme de chiffres. Il faut comprendre qu'à la base, les informations informatiques dans les ordinateurs, les téléphones, sont codées sous forme binaire, c'est-à-dire de 0 et de 1. Que ce soit une photo, que ce soit un caractère ou un nombre. Donc, pour un ordinateur, ce sera interprété comme une suite de 0 et de 1. Il faudra donc dissocier la donnée en deux. Déjà, le premier point, c'est de savoir à quoi vont correspondre nos 0 et nos 1. À quoi va correspondre notre valeur numérique qui va coder soit votre caractère, soit votre nombre, soit votre image. C'est ce qu'on appelle le typage. Donc, il faut, par exemple, pour Python, que Python comprenne que quand j'écris a égale 3, c'est une valeur numérique, c'est une valeur entière. Ça va être un type int. Si au contraire, j'écris a égale chaîne de caractères bonjour, eh bien, Python devra assimiler, enregistrer le fait que j'ai rentré une chaîne de caractères, ce qu'on appelle string. C'est le type str. Donc, quand j'entre a égale 3, je crée une donnée numérique qui va être de type entière et de valeur 3. À cette donnée numérique, nous allons lui associer une variable. Cette variable va être en fait une étiquette A que nous allons apposer sur notre valeur 3. Donc en fait, il y a 3 informations sur une variable, son type, sa valeur propre, et puis son nom, son étiquette. Nous pouvons remarquer au passage que si nous avions exécuté l'instruction a égale 3.0, nous n'aurions pas obtenu la même variable, c'est-à-dire nous aurions obtenu une variable qui a dans notre esprit la même valeur, mais qui, pour Python, n'a pas le même type. 3 sera interprété comme un entier, alors que 3.0 sera interprété comme un nombre décimal, comme un flottant. Si nous exécutons maintenant l'instruction b égale 5, nous créons bien sûr une variable de valeur 5 et d'étiquette b. Ensuite, nous allons exécuter l'instruction a égale a plus b. Que se passe-t-il? Eh bien, nous calculons a plus b, c'est-à-dire 3 plus 5 qui va nous donner une variable entière qui aura pour valeur 8, et nous allons lui apposer l'étiquette a. Donc, la variable a va avoir pour valeur l'entier 8. Dans un premier temps, vous rencontrerez toujours les mêmes types de variables, c'est-à-dire des variables numériques pour faire des calculs, comme les entiers, int, ou les nombres décimaux, les flottants, float. Vous jouerez également avec les chaînes de caractères, string, de type str, avec les listes, et les booléens. Les booléens, les variables booléennes peuvent prendre 2 valeurs, la valeur vrai ou faux. Un des avantages de Python est sa simplicité de mise en forme. Évidemment, dans la plupart des langages de programmation, vous avez des begin, end, des accolades de partout, qui pour les néophytes sont particulièrement pénibles à lire. En Python, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Les espaces et les indentations font partie de la syntaxe. Ainsi, il faudra faire attention à ne pas mettre vos espaces et vos indentations n'importe comment. La règle est toutefois très simple. On ne place ni espace ni indentation en début de ligne lorsque cela n'est pas nécessaire. Quand est-ce que cela est nécessaire alors? Lorsque vous allez créer un nouveau bloc, c'est-à-dire l'intérieur d'une boucle ou d'une fonction, les instructions mises sur le même niveau seront placées à un même niveau d'indentation. À chaque nouveau bloc, on ajoute une indentation, un décalage vers la droite. Lorsque le bloc est fini, on revient d'une indentation vers la gauche. Dans notre exemple, si l'indentation indique que printa est à l'extérieur de la boucle, printa sera naturellement exécuté
une seule fois, alors que si l'indentation indique que printa est situé à l'intérieur de la boucle, alors printa sera exécuté à chaque répétition de la boucle. Alors, deuxième point de syntaxe que vous allez certainement rencontrer, même si vous n'allez pas l'utiliser peut-être vous-même dans un premier temps, ce sont les commentaires. Un commentaire est une suite de caractères qui n'est pas interprétée et donc qui va vous permettre de comprendre ou d'expliquer dans le sens inverse à un utilisateur votre programme. Ainsi, si vous placez sur une ligne un dièse, tout ce qui va être situé à la droite de votre dièse, de votre symbole H, ne sera pas lu, ne sera pas interprété par le programme. Il ne sera là que pour que l'utilisateur comprenne une fonction ou la description d'une tâche. Évidemment, si votre commentaire est un peu plus long, vous n'allez pas vous amuser à mettre des symboles H sur chaque ligne. Pour cela, vous allez placer 3 guillemets en début et en fin de commentaire. Tout ce qui sera situé entre vos blocs de 3 guillemets ne sera pas interprété. Il pourra arriver assez fréquemment d'avoir besoin de fonctions qui ne sont pas chargées par Python par défaut, et cela pour des raisons de rapidité évidentes. Nous allons dans ce cas devoir importer des modules, c'est-à-dire des fichiers ou des regroupements de fichiers Python. Il en existe de très nombreux qui seront adaptés à chacun des cas. Par exemple, lorsque nous aurons besoin de calculs mathématiques avec des fonctions comme la fonction racine carrée, les fonctions cosinus et sinus, nous allons importer le module math, tout simplement. Pour des fonctions aléatoires, nous allons importer le module random. Pour des graphiques scientifiques, le module Matplotlib. Il en existe un très grand nombre, nous ne pouvons pas tous les citer ici, mais ceux que nous utiliserons seront à peu près toujours les mêmes. Un module peut être chargé de plusieurs manières, ce que nous allons illustrer sur l'exemple du module math. Une première manière d'importer le module est d'importer toutes ses fonctions, ce qui peut être lourd d'un certain côté, en utilisant le symbole étoile. En utilisant la même syntaxe, par exemple from math import, nous pourrons spécifier les fonctions sqrt pour la racine carrée, cosinus, sinus, exponentielle, etc. ou des valeurs à connaître comme la valeur pi. Dans le cas où nous allons importer plusieurs modules avec des fonctions qui pourront avoir des noms similaires, il sera pratique d'importer le module par l'instruction import, dans notre exemple math, sans rien de plus. Pour appeler chaque fonction, alors il faudra indiquer le nom du module, c'est-à-dire par exemple math, point, le nom de la fonction qui pourrait être cos, sin, sqrt, etc. Toutefois, cela peut être problématique lorsque le nom du module est long. Alors nous pourrons avoir l'instruction as qui va nous permettre de simplifier ce nom. Par exemple, import math as. Et après, nous pouvons choisir la dénomination M, MA, celle que l'on souhaite en fait. Pour appeler les fonctions, il suffira alors de considérer la dénomination choisie, point le nom de la fonction. Pour terminer, nous allons réaliser 2 programmes courts pour synthétiser tout ce que nous avons vu. Le premier programme va être le calcul de la distance entre 2 points connaissant les coordonnées des 2 points dans le plan. Nous commençons par importer la fonction sqrt racine carrée du module math qui va intervenir dans la formule distance AB égale racine carrée de xb moins xa carré plus yb moins yk carré. Nous utilisons ensuite l'instruction input qui permettra à l'utilisateur de rentrer au fur et à mesure les différentes coordonnées de ces points. Ces coordonnées seront rentrées sous forme de caractères, comme on l'a vu. Pour pouvoir les insérer dans des calculs, il faudra les convertir en nombre décimal a priori, par l'instruction float pour le convertir en objet flottant. Nous calculons ensuite la distance entre les 2 points à l'aide de la fonction sqrt et donnons comme valeur à la variable que nous avons appelée distance
le résultat de notre calcul. Il est important d'utiliser des noms de variables qui soient clairs pour que notre programme puisse être compris facilement. Enfin, nous renvoyons à l'utilisateur le résultat de notre calcul à l'aide de l'instruction print. Le dernier exemple nous montre une utilisation d'un module ludique, le module Turtle. Nous importons en entier ce module à l'aide de la notation étoile. Donc, toutes les fonctions du module pourront être utilisées. La fonction setup fixe en pixels la position et la taille de la fenêtre graphique. Il sera possible de modifier certains aspects du graphique, tels la couleur ou la forme du curseur. Les fonctions fd et left-right nous permettront de définir les déplacements de notre curseur afin d'obtenir le tracé souhaité. À noter que la fonction, l'instruction exit on click est importante pour pouvoir fermer proprement notre fenêtre. En résumé de ce que nous venons de voir, il existe deux façons principales d'utiliser Python, à l'aide de la console ou de fichiers Python. Les fonctions print et input sont importantes pour pouvoir lire ou entrer des valeurs dans des variables. Il faut faire très attention au type des variables que l'on utilise, entier, flottant, chaîne de caractères, liste. En effet, ils ne produiront pas du tout les mêmes effets lorsque vous les utiliserez. Dernier point, si vous avez besoin de fonctions plus avancées, en général, il est possible de trouver ces fonctions dans des modules que vous pourrez importer simplement, tel le module math pour faire des calculs. Alors maintenant, à vos claviers, amusez-vous, faites vos essais, écrivez des petits programmes. À terme, ceux-ci pourront vous être utiles dans la vie de tous les jours, dans votre vie informatique, bien entendu. Et n'oubliez pas qu'en informatique, comme dans de nombreux domaines, les erreurs sont le début du progrès. Sur ce, à bientôt sur le chemin des mathématiques.